Salut tout le monde et bienvenue à cet épisode d'Inspire Leadership Podcast, votre intersection entre votre croissance et votre leadership. Donc, je vous souhaite la bienvenue à cet épisode numéro 1 d'une mini-série de 5 épisodes dans lesquels nous allons explorer les 5 dysfonctions d'une équipe selon Patrick Lencioni, qui est bien sûr un gourou du leadership organisationnel. C'est tellement important ce travail-là qu'on a à faire comme leader auprès de notre équipe, de les accompagner, de les coacher, de grandir avec eux, bien sûr, afin qu'on puisse atteindre des niveaux de performance incroyables. Et pour pouvoir faire ça, bien sûr, on doit connaître les éléments qu'on doit travailler avec nos équipes. Et comme tout bon apprentissage, parfois c'est bon aussi de connaître ou d'être exposé à des contre-exemples, de choses qu'on devrait peut-être éviter afin qu'on puisse être proactif d'une façon intentionnelle et puis de vraiment bâtir là, vers ce sommet-là de collaboration, le sommet de contribution dans lesquels que ça va faire en sorte que notre équipe va être capable de performer à un niveau exceptionnel, là. Donc, Patrick Lencioni, bien sûr, les 5 dysfonctions d'une équipe qui a écrit le livre, je lis ici. Donc, si vous êtes dans la chaîne YouTube, vous pouvez voir le livre The 5 Dysfunctions of a Team. Alors, ça, c'est la version anglaise, bien sûr. Il y a eu une traduction de ce livre-là et le voici. Donc, optimisez votre équipe, les 5 dysfonctions d'une équipe. Donc, encore une fois, de Patrick Lencioni. Donc, on va sauter un peu là-dedans dans les 5 prochains épisodes afin de décortiquer un peu chacune des 5 dysfonctions pour bien les comprendre et puis de voir comment on peut amener ça dans le terrain là, afin de pouvoir améliorer le rendement, si on veut, de nos équipes et puis de faire en sorte que nos équipes ils performent à leur maximum et puis qu'on s'amuse pendant qu'on fait ça et puis qu'on grandit pendant qu'on fait ça et puis qu'on est capable de passer à travers de moments qui sont peut-être plus faciles et aussi des moments qui sont peut-être plus difficiles, mais de le faire ensemble en équipe et puis de pouvoir en sortir encore plus fort, n'est-ce pas? Et puis, la première dysfonction, mais c'est probablement celle la plus importante. Et puis, même avant de commencer avec la première dysfonction, si vous voulez, j'aimerais peut-être vous projeter une image, là, que vous puissiez projeter une image, excusez-moi, dans votre tête par rapport à ces 5 dysfonctions-là. Donc, j'aimerais que vous puissiez imaginer une pyramide, OK? Et puis, on va commencer à la base de la pyramide au bas. Et puis, le premier élément à la base de cette pyramide, bien, c'est évidemment la confiance ou comme Patrick le nomme dans son livre, cette dysfonction, donc c'est le manque de confiance. Et puis, quel est cet impact ou l'impact d'un manque de confiance auprès de notre équipe quand ce n'est pas là? Et ça revient que c'est vraiment la base, tout comme c'est la base de la pyramide, ben, c'est la base de tous les autres éléments qu'on a besoin afin de pouvoir bâtir une équipe qui est solide. Donc, ça commence avec la confiance et puis comme Patrick le dit dans son livre, et il le dit très bien, tout commence avec la confiance, bien sûr, mais il parle en particulier de s'assurer de ne pas avoir une confiance superficielle. OK? Puis on va définir qu'est-ce qu'on veut dire par confiance, parce que ça, c'est important à comprendre aussi. Alors, on ne veut pas avoir une confiance superficielle, on veut avoir une confiance beaucoup plus profonde. Et lorsqu'on parle d'avoir une confiance plus profonde, ça revient à l'élément de la vulnérabilité. Donc, Patrick en parle beaucoup dans ses premiers chapitres lorsqu'il aborde, bien sûr, la dysfonction du manque de confiance. Alors, c'est d'être capable d'être vulnérable les uns envers les autres. Puis c'est assez intéressant parce que quand on pense à bâtir la confiance, on a comme tendance à penser, bien, si moi je bâtis ma confiance, par exemple, dans mon équipe, c'est parce que je suis en train d'être témoin de choses, je vois des choses, j'entends des choses, et puis, ces éléments-là ou ces choses-là font en sorte que ça m'aide à bâtir ma confiance. C'est des preuves que les choses vont d'une certaine façon, ça va bien. Ça me démontre que les gens font ce qu'ils ont à faire. Ça me démontre qu'on est capable d'avoir du succès. Donc, au fur et à mesure que je vois ces actions-là ou ces éléments-là, bien, ça bâtit ma confiance. Mais quand on y pense vraiment, là, c'est-tu presque une façon de dire que la confiance que je peux bâtir dépend des autres. Parce qu'on le sait que dans notre zone de contrôle, on ne peut pas contrôler ce que les autres y font. Donc, arrive-t-il si on est dans une équipe dans laquelle on n'observe pas trop souvent ces éléments-là ou ces actions-là qu'on dit va bâtir notre confiance? Alors, si moi, je m'intéresse quand même à bâtir ma confiance ou à aider à bâtir la confiance de l'équipe, bien, comment est-ce que je m'y prends si je ne vois pas ces éléments-là
d'une façon quotidienne ou souvent à l'intérieur de mon équipe. Alors, de cette perspective-là, moi, je me suis mis à penser à ça, bien sûr. Et puis, j'ai réalisé que, tu sais, bâtir la confiance et être vulnérable, ça commence avec soi-même. Parce que c'est là notre zone de contrôle, n'est-ce pas? Pensez-y. Si moi, je veux contribuer à ce que la confiance est bâtie à l'intérieur de mon équipe pour qu'on puisse atteindre des sommets incroyables, ben, il faut que ça commence avec la façon que moi j'agis. Il faut que ça commence avec qu'est-ce que je projette. Il faut que ça commence avec mon attitude. Donc, tout commence avec moi-même. Est-ce que moi, je suis en train de me rendre vulnérable à l'intérieur des interactions que j'ai dans mon équipe? Et puis, du moment que moi, je suis capable de faire ça, je suis en train de projeter, je suis en train de démontrer des actions, ces éléments-là que d'autres personnes vont observer, puis qui va faire en sorte que ça va bâtir leur confiance non seulement en moi-même, mais leur confiance dans les processus que nous avons en place dans notre équipe et puis les résultats qu'on atteint. Donc, quand on y pense, là, lorsqu'on parle de confiance, on parle d'une confiance qui est beaucoup plus profonde, mais on parle de celle qui dit que nous devons être vulnérables les uns envers les autres. Puis, ça, on peut se tromper parfois, hein. Tu sais, parfois, on peut regarder dans une équipe où on peut être dans une équipe et puis on peut penser que la vulnérabilité existe ou que la confiance existe dans une équipe, mais c'est peut-être pas tout à fait le cas. Tu sais, on va peut-être observer que les gens sont polis un envers les autres. Ils se respectent généralement dans leurs interactions. On va peut-être observer que euh, les discussions qu'ils ont, les conversations qu'ils ont sont très cordiales dans tous les respects possibles, bien sûr. Ou même, on va remarquer qu'il y a très peu de conflits. Tu sais, les gens, ils s'arrangent bien, ils sont pas mal sur la même longueur d'onde, ils pensent tous pas mal de la même façon. Alors, autant que ça peut être des éléments positifs, ça peut aussi être des éléments qui sont en train de cacher la réalité du niveau de confiance qui existe vraiment dans une équipe. Pensez, une équipe, puis je vais prendre un de ces éléments-là, OK, que je viens de nommer. Prenons les conflits sont rares. OK? Dans une équipe qui a rarement de conflits, là, ben, de quelle façon est-ce que cette équipe-là est capable de débattre des points qui sont importants et d'avoir le courage et le sentiment d'être capable d'être vulnérable pour apporter des éléments ou des pensées, hein, ou des suggestions à la table lors d'un débat ou lorsqu'on est en train de discuter d'un élément par rapport à l'entreprise, par exemple, par rapport à une procédure ou par rapport à un événement. Alors, s'il n'y a jamais ces conflits-là, ces conversations-là qui peuvent, ces débats-là, hein, comme qu'on dit, qui peuvent être intenses à certains temps, et puis qu'on a des gens autour de la table qui n'ont pas peur de vraiment apporter, d'être honnêtes et puis d'apporter leurs idées, et puis la façon qu'ils pensent à la table, d'une façon respectueuse, bien sûr, et d'une façon de pouvoir construire. Ben, comment est-ce qu'on peut dire qu'une confiance qui existe dans notre, tu sais, dans notre organisation, tu sais, ou le niveau de confiance qu'on aimerait atteindre qui nous permettrait d'avoir ces conflits-là qui sont sains, là, des bons débats, là, tu sais, qu'on amène les choses à la table puis qu'on se dise les choses comme qu'elles sont dans le respect, bien sûr, afin qu'on puisse en ressortir avec les meilleures solutions. Alors, parfois, on peut observer une équipe et puis on peut penser que, tu sais, parce que les gens sont gentils un envers les autres, il n'y a pas trop de chicanes, les gens sont tous sur la même longueur d'onde, mais ça peut être aussi une voile là, qui est en train de cacher le fait que le niveau de confiance, il n'est peut-être pas là où est-ce qu'on on aimerait qu'il soit. Et puis, c'est peut-être un signe aussi qui dit que les gens ne se sentent pas capables d'être vulnérables. Tu sais? Puis quand que je parle d'être capable d'être vulnérable, ben moi, je parle de, tu sais, quand moi j'avance, par exemple, dans un débat, si je suis en train d'avoir un débat pendant une rencontre d'équipe, et puis on est en train de débattre un élément, une nouvelle procédure, une politique qu'on aimerait mettre en place, et puis que j'ai vraiment des questions ou des préoccupations, et puis que je veux amener ça sur la table, là, tu sais, être vulnérable, ben, je suis en train de prendre un risque, là. Tu sais? Parce que là-dedans, là, tu sais, amener ça à la table, ben, ça peut me faire sentir comme si je vais être exposé, ça peut me faire sentir comme s'il y a des gens qui vont me juger. Euh,
je peux penser qu'il y a des gens, il y a plein de gens qui auront pas, qui seront pas en accord avec moi, puis ils vont penser moins de moi. Alors, il y a toutes ces choses-là qui peuvent se passer dans ma tête qui font en sorte que je ne m'avancerai pas pour vraiment proposer ou d'avancer les idées ou les inquiétudes que j'ai par rapport à une politique ou un certain élément là, qu'on est en train de discuter en équipe. Alors, être capable d'être vulnérable de cette façon-là, c'est super important. Et puis, c'est dans cette vulnérabilité-là qu'on va retrouver la confiance. C'est dans cette vulnérabilité qu'on est en train de vivre ensemble qui va nous permettre de bâtir la confiance chez les individus et la confiance à l'intérieur de l'équipe. C'est pas quand tout le monde est toujours en accord puis qu'il n'y a pas de bon débat sain puis des gens qui sont là puis ne sont pas en train de dire vraiment les choses qu'ils pensent, dans le respect, bien sûr. C'est pas comme ça qu'on bâtit la confiance. Tu sais, c'est d'être capable de s'avancer, de le dire, d'être vulnérable et puis d'accepter aussi la vulnérabilité des autres, sans jugement. Sans jugement. Ça, c'est super important. Quand on les a, ben c'est là que moi, je suis en mesure de pouvoir dire, je suis en train d'observer des éléments qui font en sorte que je suis en train de bâtir ma confiance envers mon équipe, mes coéquipiers, mes collègues, envers nos processus, nos politiques, etc. Envers moi-même, n'est-ce pas? Si moi, je suis capable d'être vulnérable aussi, ben, ma confiance envers moi-même augmente aussi. Alors, avoir peur d'être vulnérable, ça peut être quelque chose, ça peut être une grande embûche dans une équipe qui fait en sorte que j'obtiens pas cette base solide-là de la pyramide, qui est la confiance. Puis pensez-y, là. Je suis certain que les gens qui écoutent, là, je suis certain que vous avez vécu euh, certaines expériences à l'intérieur de différentes équipes, puis dans lesquelles certaines équipes, vous aviez beaucoup de confiance, et puis tandis que dans d'autres, il y en avait beaucoup moins. Donc, vous savez que quand on est dans un environnement où est-ce qu'il y a moins de confiance, ben, ça peut avoir un grand impact dans les résultats qu'on veut atteindre. Ça peut avoir un grand impact dans la façon qu'on va travailler. Ça peut avoir un grand impact dans mon sens d'efficacité personnelle et puis le sens d'efficacité collectif du groupe. C'est pas plaisant. Tu sais, c'est pas plaisant. Ça prend des débats sains. Ça prend des gens qui n'ont pas peur d'apporter leurs idées sur la table en tout respect, de proposer des choses quand ils ont des inquiétudes, d'être capable de se sentir comme si ils peuvent le mettre sur la table et puis vraiment en discuter et puis le débattre avec ses collègues là, afin qu'on puisse en sortir avec les meilleures pistes de solutions pour l'équipe. Parce que je vous le dis, dans mon expérience du moins, là, quand il y a un manque de confiance, puis autant dans des situations à travers de ma carrière que j'ai contribué à la confiance et puis que je n'ai pas contribué à la confiance, mais qu'est-ce que je peux vous dire, là, mes chers collègues, c'est que sans cette vulnérabilité parmi les membres, sans que les gens acceptent d'être vulnérables et sans que les gens acceptent la vulnérabilité des autres, la confiance, je vous le dis, là, la confiance dans l'équipe, elle va demeurer superficielle. Elle va demeurer superficielle. Les gens vont être polis généralement. Les rencontres vont être plaisantes. Mais vous allez remarquer qu'il ne va jamais avoir vraiment de débat profond, là. Tu sais, les choses qui sont vraiment importantes à l'organisation, quand on va en parler pendant des rencontres, là, ben, c'est comme si on va être même capable de ressentir ou de voir les gens qui se retiennent à dire qu'est-ce qu'ils veulent dire, là, probablement parce qu'ils ont peur d'être vulnérables. Ils ont peur d'être jugés, ils ont peur d'avoir de la niaiseux. Tu sais? Si on n'a pas cette vulnérabilité-là, la confiance, ça va demeurer superficielle, c'est sûr et certain. Maintenant, qu'est-ce qui arrive quand on a un manque de confiance dans l'équipe? Hein? Parce que les répercussions, là, on doit les connaître. Tu sais, si moi, je suis un leader, puis j'arrive, j'approche mon équipe, puis que j'entame cette conversation qu'on est en train d'avoir maintenant par rapport à la confiance, puis je veux en parler, ben, je pense que c'est important de nommer, mais à quoi ça a l'air quand que la confiance est absente et puis quel genre d'impact est-ce que ça peut avoir sur l'équipe. OK? Mais si je commence avec les membres de l'équipe et puis dans mon expérience que j'ai vécue à travers des années, quand il y a un manque de confiance, qu'est-ce qui arrive aux membres
dans cette équipe? L'une des premières choses qui me vient en tête, c'est que les gens vont se tourner vers eux-mêmes. Donc, quand il y a un manque de confiance, là, c'est parce qu'on on n'est pas vulnérable, c'est certain, mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui nous arrête de vouloir exposer nos idées, nos façons de penser. Fait qu'on est en train de se protéger soi-même, là. Donc, en autre mot, là, c'est que quand il y a un manque de confiance, généralement, on va voir des gens dans l'équipe là, qui vont vouloir protéger leur image. Tu sais? Ils vont vouloir quand même bien paraître dans ce qu'ils font. Ils vont vouloir faire un travail adéquat, un bon travail pour que leur image ne soit pas brimée. Ils vont éviter certaines conversations. Ils vont même peut-être éviter de partager certaines pensées ou certaines idées par peur que ça peut endommager leur image d'eux-mêmes sur les autres. Et puis ça peut être dangereux. Tu sais, ça peut être dangereux parce que le numéro un, c'est que ça démontre que les gens ils peuvent se cacher derrière leur faiblesse. Hein. Ce sont des gens qui ne veulent pas potentiellement démontrer une faiblesse. Ils ne veulent pas être vulnérables. Tu sais. Puis là, si on ne démontre pas notre faiblesse, ben, de quelle façon est-ce qu'on est supposé de bâtir là-dessus afin de pouvoir renforcer ça et puis développer davantage nos compétences? Alors, on cache des faiblesses quand on protège notre image, bien sûr. On hésite de poser des questions. Et puis quand on hésite de poser des questions, on garde ça en dedans. Puis éventuellement, là, s'il y en a certaines questions qu'on veut poser parce que ça vient d'une place où est-ce que cet élément-là en particulier qui est discuté pendant la rencontre, bien, ça nous dérange. Ça vient nous chercher, ça vient chercher un petit quelque chose en dedans de nous. Peut-être quelque chose sur lequel on n'est pas d'accord ou pas en accord. Ça vient nous chercher. Donc, si moi, j'évite continuellement à poser des questions, je garde tout ça en dedans, bien, qu'est-ce qui va arriver à cette personne-là? Tu sais, il y a de la rancune, moi, je pense, qui va se développer. Tu sais, il y a de la frustration qui peut se développer. On va avoir des personnes qui vont se comporter d'une certaine façon pendant une rencontre et donner l'illusion que tout est beau, l'image que tout est beau, mais vraiment, qu'est-ce qu'ils pensent ici, là, dans leur cœur? C'est pas ça pantoute. Et puis ça se traduit, et puis ça se fait connaître dans des conversations de couloir, comme on dit. C'est quand ils vont parler aux autres personnes en arrière-plan. Puis c'est à ces moments-là, peut-être qu'ils vont dire qu'est-ce qu'ils pensent vraiment. Là. Ça peut défaire des équipes quand ça arrive. OK? Manque de confiance, manque de vulnérabilité, on protège notre image, on hésite de poser des questions, on garde tout ça à l'intérieur. Ça peut causer de la rancune, ça peut causer de la frustration chez moi. Et puis, ça peut faire en sorte que je projette une image, mais vraiment dans le background, là, je suis en train de faire du dommage à l'équipe. Peut-être même parfois sans le savoir, ou même peut-être d'une façon non intentionnelle. Mais c'est ça qu'est-ce qui arrive, n'est-ce pas? Une autre chose, c'est que les gens, lorsqu'ils protègent leur image, ils ont tendance à éviter les conversations difficiles. Puis, je pense que ça, c'est difficile de prime abord, hein, des conversations difficiles comme être humain. Je pense que nous, on tente d'éviter des situations qui nous rendent inconfortables. Je pense que c'est normal, c'est naturel. Par contre, je pense qu'on le sait, hein, que sans défi, sans situation difficile à surmonter, sans conflit, bien, on n'aboutit pas à être capable de devenir une version encore meilleure de ce qu'on était avant. Ça prend à ça. Puis la raison, pourquoi que ça prend des conversations courageuses ou difficiles ou des débats sains, souvent je vais les nommer de cette façon-là, des débats sains, c'est parce que c'est dans ces situations-là qu'on est capable de ressortir les meilleures idées possibles, des idées que moi, j'aurais jamais pensé, puis que mes collègues y ont pensé, parce qu'ils ont eu le courage et la vulnérabilité de les suggérer. Ce sont dans des débats, quand les gens arrivent et mettent tout sur la table, toutes les idées, toutes leurs pensées. Et on s'assure que les gens
on dit tout ce qu'il y avait à dire, puis qu'on contribue tout ce qu'ils ont à contribuer. On a tout mis ce qu'on avait à mettre là-dedans, puis là, on ressort avec une décision collective, pas obligé d'avoir 100% buy-in, du moins qu'on a la majorité, n'est-ce pas? On arrive à une décision, on a tout mis sur la table, là. Là, les chansons, on va ressortir avec la meilleure solution possible pour cette situation-là à ce moment-là, pour l'équipe, n'est-ce pas? Sans des conversations difficiles, là, ça n'arrivera pas, ça. Parce qu'on va arriver, on va commencer la discussion, on va mettre l'élément sur la table, puis là, ça prend 5 minutes parce qu'on est tous d'accord. Tu sais, on a peut-être une personne qui va suggérer quelque chose. Oui, c'est très beau, c'est fantastique, c'est des papillons puis des fleurs. Puis on va avancer. Mais dans ma tête, c'est pas ça qu'est-ce que je pense du tout potentiellement. Ça me dérange, je le dis pas, mais je vais le dire plus tard, là, quand je vais rencontrer mon collègue dans le stationnement peut-être, et puis que je vais lui dire vraiment qu'est-ce que je pense de ça. Tu sais? Ça, c'est une des répercussions là, d'un manque de vulnérabilité. Et puis quand les gens ont tendance à vouloir protéger leur image plutôt que de se sentir comme si ils peuvent vraiment contribuer d'une façon que les gens vont accepter qu'est-ce qu'ils disent, ils vont accepter de vouloir le débattre et d'apporter eux aussi la meilleure version d'eux-mêmes et puis leurs meilleures idées à la table. Tu sais? Éviter les conversations difficiles. Ça, là, ça, c'est pas une bonne chose. On veut avoir des débats qui sont sains, des débats qui sont passionnants. Tu sais? Des débats où est-ce que les gens ils sont en train de défendre leurs idées, puis ils ont les raisons pourquoi, ils les présentent, ils les débattent, ils les décortiquent. C'est comme ça qu'on arrive aux meilleures solutions, je pense, du moins. L'autre chose pendant ces conversations-là, quand il y a un manque de confiance, là, c'est qu'on va remarquer que les discussions deviennent de moins en moins authentiques. Puis ça, j'y ai touché un peu où est-ce que une personne va dire tout est beau, papillons et fleurs, mais que vraiment, à l'intérieur, il ne pense pas ça du tout. Bien, qu'est-ce qui arrive, c'est que les discussions deviennent beaucoup moins authentiques. OK? Puis, veut pas, là, moi, je pense que les gens, à un moment donné, là, ils vont ressentir ça dans des rencontres. Même qu'il y a des gens qui vont le ressentir tellement même s'ils ne s'avancent pas pour être vulnérables, mais ils vont arrêter de parler, ils vont devenir très silencieux. Puis quand on a des gens qui deviennent silencieux pendant des rencontres où est-ce qu'on va avoir des débats, ça, c'est un drapeau rouge. C'est pas une bonne chose. Habituellement, c'est parce que c'est quelqu'un qui ne se sent pas tout à fait assez en confiance pour pouvoir partager ses idées. OK? On ne veut pas avoir des gens qui sont silencieux. On va avoir des gens que, quand ils ont des idées ou des objections ou qu'ils sont en accord, on veut qu'ils soient capables d'avoir la confiance. On veut qu'ils aient la confiance, excusez-moi, de pouvoir avancer ces idées-là puis ces propos-là, puis les mettre sur la table. Mais quand on ne fait pas ça, là, les discussions, imaginez-vous, hein, les discussions, là, et ça vient plate. C'est pas authentique, c'est fake. Comme les jeunes disent aujourd'hui, c'est fake. C'est pas vrai, c'est pas des conversations qui sont vraies, on le ressent. Puis ça enlève comme le oomph de nos rencontres. Ça enlève, je sais pas, ça enlève de l'énergie. Puis à longue, ben, c'est quoi les résultats de ça? Mais ça fait en sorte qu'il y a des gens, après un bout de temps, qu'ils ne sont plus vraiment intéressés de venir aux rencontres. Ou quand ils arrivent, c'est comme, oh my God, une autre rencontre. Ils ne veulent pas être là, ils ne veulent pas contribuer, ils ont peur de contribuer potentiellement. Mais une des raisons, c'est parce qu'ils savent que les conversations vont être superficielles, ne sont pas authentiques. Les gens vont dire une chose, mais ils savent qu'ils pensent une autre chose. Et les décisions qui vont sortir de ces rencontres-là vont être bien moins solides. On ne les a pas débattues. On s'est peut-être arrêté sur la première solution, puis tout le monde a dit ben oui, c'est donc bien beau, ça. C'est excellent. On va faire ça. Puis on ne l'a même pas débattu. Même s'il y a des gens là, qui pensaient qu'il y avait des petits drapeaux rouges, des inquiétudes par rapport à cette idée-là ou cette façon de procéder, mais ils ont voulu peut-être protéger leur image, pas être la personne qui a de l'air comme si elle va contre une autre, ne se rend pas vulnérable et n'avance pas qu'est-ce qu'ils pensent vraiment. Alors, peux-tu imaginer qu'est-ce que ça fait aux solutions, aux décisions qu'on choisit, qu'on fait ensemble? C'est bien moins solide, là. OK? On arrive-tu nécessairement dans cette situation-là aux meilleures décisions pour l'organisation, pour les personnes dans l'organisation?
Puis finalement, là, regardez, des rencontres moins authentiques, des gens qui sont pas, qui se sentent pas comme s'ils peuvent être vulnérables. On a des décisions qui sont moins solides. Mais qu'est-ce qu'on pense que ça va avoir comme effet, ça, sur les relations des personnes? Wow! Y a-t-il du jugement qui va commencer à apparaître, là? Tu sais, peut-être dans le non-verbal, dans des conversations de couloir, comme je disais tantôt. Là, non seulement est-ce qu'on va peut-être communiquer qu'on n'est pas en accord avec ce qu'on fait, mais on va peut-être commencer à juger les personnes qui ont avancé certaines choses. Tu sais, les relations, ils vont payer pour, là, parce que le respect, il va commencer à diminuer, définitivement. Et on va commencer à assumer des choses, on va commencer à être porté à des conclusions, à des suppositions. Pas bon, ça. Et tu sais, parce que finalement, ça a un impact sur ça, sur les relations. Hey, quand il y a un manque de confiance, le gang, là, comment est-ce qu'on est capable de passer aux prochaines étapes là, d'une équipe forte là, si on n'a même pas ça? Si les gens qui sont là, la plupart sont juste là pour protéger leur image. Tu sais? C'est parfois une équipe là, de l'extérieur, là, ça peut avoir de l'air bien beau. C'est comme qu'on dit, là, le gazon, il est plus vert chez le voisin, mais ce n'est pas toujours le cas. Tu sais, quand on décortique ça, puis on regarde vraiment qu'est-ce qui se passe dans l'équipe, puis qu'on observe, de l'extérieur, ça peut peut-être avoir de l'air solide, mais laissez-moi vous dire, à l'intérieur, là, c'est fragile en bébite. Et puis dans des équipes qui sont fragiles, ça ne prend pas grand-chose pour que ça éclate. Et dans des équipes que ça ne prend pas grand-chose que ça éclate, pour que ça éclate souvent. Il y en a qui m'écoutent, puis peut-être qui sont en train de vivre une situation semblable. Ils ont peut-être vécu des situations. Moi, j'ai vécu des situations à travers de ma carrière, c'est certain. C'est des équipes que, il me semble que ça s'explosait tout le temps. Tu sais, puis, quand je pense, ben, ça, c'était l'élément de base. La confiance, la vulnérabilité n'était pas là. Les gens, ils se sentaient jugés, ils jugeaient, protégeaient leur image, ils ne voulaient pas s'avancer, ils ne voulaient pas prendre le risque. C'est tout ça finalement contribuait au fait qu'il y avait tout le temps des explosions, il y avait tout le temps des choses qui se passaient. La fragilité régnait à l'intérieur de ces équipes-là et non pas la solidité, si on veut. Fait que de l'extérieur, ça a de l'air beau, mais à l'intérieur, là, c'est toute une autre histoire. Puis là, je pourrais continuer, tu sais, les effets sur les résultats, les effets sur le bottom line, les effets en éducation, les effets en bout de ligne sur le rendement des élèves. Les effets sur le bien-être et la santé mentale de toutes les personnes à l'intérieur de l'organisation et des clients, etc. Tu sais, on pourrait en parler pendant longtemps, là. Mais tu sais, moi, je voulais toucher sur ces éléments-là, en particulier là, par rapport à, tu sais, qu'arrive-t-il à une organisation, aux gens qui sont là quand que la confiance est absente. Puis le leader là-dedans, ben, ça serait quoi comme son rôle, sa responsabilité? Ben, puis je dis leader, mais vraiment, là, quand j'y pense, là, c'est n'importe quelle personne à l'intérieur de cette équipe-là. C'est quoi ton rôle, là? Tu sais, qu'est-ce que je dois faire là-dedans là, pour m'assurer que je suis en train de contribuer à créer cette confiance, à créer ce vouloir d'être vulnérable, puis être correct avec moi-même, puis que les autres soient corrects avec eux-mêmes, puis les autres soient corrects, que moi je sois vulnérable et vice-versa. C'est comment est-ce que je fais comme leader, là? Ben, la première chose, c'est, bien sûr, c'est de modéliser ça, n'est-ce pas? Parce que laissez-moi vous dire que dans une équipe, là, quand le leader est là pour protéger son image, pour dessiner un certain portrait pour ses superviseurs ou ses conseillers ou peu importe qui que c'est, les shareholders, comme qu'on dit en affaires, les gens le savent. Ils sont capables de voir là, à travers de ça. Ils sont capables. Le leader doit être le premier ou la première personne qui modélise cette confiance parce que la confiance ne se décrète pas. Mm, mm, mm. No way. La confiance est gagnée. Puis,
Cette confiance-là, dans notre zone de contrôle, c'est nous qui est au centre de cette zone-là, pas les autres. On ne contrôle pas qu'est-ce que les autres font, on contrôle qu'est-ce que nous, on fait. On est au centre de ce cercle-là, cette cible-là de contrôle. Moi, je dois devenir le modèle. Pour que non seulement ce que moi je le vive et que je vois moi-même le faire, mais que les autres puissent vivre qu'est-ce que je suis en train de présenter et qu'ils voient que je suis un exemple de ça, puis que si moi je suis capable, c'est en d'autres mots, là, si moi je suis capable d'être vulnérable, mais toi tu es capable d'être vulnérable aussi. Puis on est capable d'être vulnérable ensemble. Là. Tu sais? Un leader qui dit, je me suis trompé, un leader qui n'a pas nécessairement la solution, puis qui le dit, écoute, j'ai aucune idée comment on va faire ça, mais donnez-moi 2, 3 jours, puis je vais aller parler avec des gens, je vais faire des petites recherches, puis je vais vous revenir avec potentiellement là, des façons de faire ou des suggestions. Même un leader qui dit, écoute, je suis vraiment pas certain comment procéder dans cette situation ici, là, puis j'aurais vraiment besoin de votre perspective. Là. Tu sais? Quand une personne fait ça, pas juste le leader, je dis le leader parce que on parle de leadership bien sûr dans le podcast, et puis c'est toujours comme leader de l'équipe, qu'est-ce que je dois faire? Mais ce sont ces éléments-là. Mais n'importe quelle personne, là, dans l'équipe, je pense, doit être capable de modéliser la confiance. Parce que quand on fait ça, quand on modélise la confiance, ça envoie un message très, très, très puissant. Puis quand on a de plus en plus de personnes qui modélisent cette vulnérabilité-là, cette confiance-là, mais je pense que on est capable d'exercer une genre de petite pression des pairs là, pour ceux peut-être qui se retiennent encore, là, qui n'ont peut-être pas confiance. Le plus qu'on voit les autres le faire et le moins qu'on a des gens qui ne le font pas, je pense que le plus qu'ils vont se sentir peut-être encouragés. Parce qu'ils sont en train de le témoigner. Là. Il y a plein de gens dans l'équipe qui sont en train de témoigner là, que la vulnérabilité est correcte puis que ça bâtit la confiance, puis ça nous donne plein de choses positives là, dans l'équipe. Alors, le plus de personnes qu'on a qui fait ça, le mieux que c'est. Mais le message qu'on envoie essentiellement, là, c'est que c'est correct d'être vulnérable. Même c'est la place qu'on veut que les gens soient vulnérables. Ça, c'est le message qu'on envoie quand on modélise. On est en train de dire que c'est correct. On est en train de dire qu'on veut la vulnérabilité. On est en train de dire qu'on veut bâtir la confiance. On est en train de dire que ça, là, la confiance puis la vulnérabilité, si on n'a pas ça, on n'a pas d'équipe. On n'a pas d'équipe qui va pouvoir franchir, atteindre les objectifs qu'on se donne. On n'a pas une équipe qui va pouvoir grandir. Ça, c'est la base. Ça nous prend à ça et chaque personne a son rôle à jouer. Chaque personne a des comptes à rendre là, à eux-mêmes et puis envers l'équipe. Si on modélise, on est en train de dire que nous autres, c'est comme ça qu'on roule, dans la vulnérabilité puis dans la confiance. Une question que je pose à des équipes, juste pour qu'ils puissent se situer un peu là, par rapport au niveau de confiance peut-être qui existe, c'est une question bien simple. Là, puis la question est la suivante. C'est dans ton équipe, est-ce que tu es capable là, d'admettre une erreur sans t'inquiéter que ça va être utilisé contre toi? Tu sais, sans penser qu'il y a quelqu'un dans un autre département ou dans un autre service ou dans une autre salle, plus loin dans le couloir, là, ne va pas vouloir prendre et puis utiliser ça contre toi, là, tu sais, que tu ne vas pas te faire juger. Est-ce que tu te sens comme si tu peux faire ça, admettre une erreur, simplement, là, en avant de tes collègues, sans te sentir jugé ou te sentir comme si on va utiliser ça contre toi pour te juger ou etc. Là. Et ça, c'est une bonne question à poser aux gens. Maintenant, est-ce qu'ils vont répondre d'une façon honnête? Pas certain, parce qu'il faut être vulnérable hein, pour répondre à ces questions-là, mais au moins, lancer la question pour qu'elles puissent trotter dans leur tête, là, puis vraiment encourager la réflexion. Ouais, ça, c'est une bonne question à poser. Puis même à nous-mêmes. Est-ce que je me sens comme si je peux admettre que j'ai fait une erreur? Écoute, je peux me sentir embarrassé un petit peu, je peux être désolé, je peux être fâché avec moi-même, oui. Mais ça, c'est différent
que de penser que les autres, ils vont me juger à cause de ça, ou les autres, ils vont utiliser ça pour tenter d'avoir un avantage sur moi, tu sais, etc. C'est pas la même chose, ça. Et puis quand on est confiant que les gens ne vont pas faire ça, on est capable d'être vulnérable. On est capable d'admettre qu'on a fait une erreur. On est capable de dire, je ne le sais pas, puis j'ai besoin peut-être de ton aide ou ta perspective ou tes idées pour pouvoir trouver des solutions. Puis en équipe, là, c'est ça qu'est-ce qu'on veut faire. Puis on veut le faire avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'énergie, avec de l'enthousiasme et avec beaucoup d'engagement. C'est comme ça qu'on arrive aux meilleures décisions. Quelques petites questions de réflexion pour vous. Là, on arrive à la fin de notre épisode numéro 1 portant sur la première dysfonction des 5 dysfonctions d'une équipe, donc le manque de confiance. J'ai 2 questions de réflexion à vous proposer et puis je vous encourage d'apporter ça à votre équipe même. La première question, quand tu penses à ton équipe, ok, ça peut être ton équipe, ton organisation au complet, ça peut être aussi peut-être une petite sous-équipe là, qui fonctionne à l'intérieur de votre organisation. Mais la première question, les gens peuvent-ils reconnaître leurs erreurs ouvertement? Fait que comme leader, là, quand tu penses aux membres de ton équipe, dans ton organisation, est-ce que tu dirais que les gens sont capables de reconnaître leurs erreurs ouvertement? Ouvertement, là. C'est la première question. Et la deuxième, est-ce que les gens sont capables de demander de l'aide sans hésiter? Est-ce que les gens sont capables de demander pour de l'aide lorsqu'ils en ont besoin sans hésiter? Wow! Ça aussi, ça peut être une bonne indication du niveau de confiance qu'on a dans notre équipe quand les gens sont à l'aise de pouvoir dire j'ai besoin de l'aide. Puis ils n'hésitent pas, là. Parce qu'ils savent que ce n'est pas l'image qui compte, c'est la santé de l'équipe. C'est comment loin on est capable d'aller. Puis pour faire ça, il ne faut pas que je me préoccupe de mon image. C'est très égocentrique, ça. C'est l'équipe. Je dois être ouvert, je dois être vulnérable, je dois avoir confiance et je dois être modèle de ça. Puis si je fais ça, ça ne devrait être aucun problème pour moi de pouvoir demander de l'aide lorsque j'en ai besoin, là, puis même pas hésiter pour le faire. N'est-ce pas? Je n'hésite même pas pour le faire. Alors, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Donc, si vous connaissez des gens qui sont dans des équipes, des leaders d'équipe et que vous pensez pourraient bénéficier de cet épisode, je vous encourage fortement de partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi de communiquer avec moi, hein. Vous pouvez vous rendre au site web inspireleadership.ca. Et puis, vous allez voir qu'il y a une section podcast. Mes coordonnées sont là. Envoyez-moi un courriel si vous avez des questions, des commentaires par rapport à cette première dysfonction, selon Patrick Lencioni, qui est le manque de confiance. Et j'ai déjà hâte de jaser de la deuxième dysfonction qui va être le prochain épisode, bien sûr. Et la dysfonction numéro 2, ben, c'est la peur de la confrontation. Wow, ça, c'est une grosse. Donc, une fois on a établi la confiance dans l'équipe puis que c'est assez solide, maintenant, on monte un échelon dans notre pyramide, le prochain niveau. Et puis ça, c'est le genre de conversation qu'on peut avoir, là, tu sais. Parce qu'il y en a qui ne sont pas faciles. Il y en a qui peuvent être un petit peu plus confrontationnels, c'est certain. Mais moi, comment est-ce que je vais prendre ça, là, tu sais, comme pendant mes réunions? Comment est-ce que moi, je vais absorber ça? Est-ce que je vais prendre une situation dans laquelle je le perçois comme une confrontation, mais que je le perçois peut-être plus comme une attaque personnelle? Et puis, dans ce sens-là, je protège mon image? Ou est-ce que je suis prêt à être vulnérable et puis à être capable d'avoir une différente perspective pour que l'équipe puisse avancer et arriver à une meilleure décision, la meilleure décision possible pour cette situation-là. Donc déjà, j'ai hâte de partager ça avec vous pour le deuxième épisode de cette mini-série. Donc, merci encore d'avoir été là. Alors, dysfonction numéro 1, qui est le manque de confiance. Apportez ça à vos équipes, discutez-en. Et puis, comme je vous ai dit, c'est la base de la pyramide, c'est la base de tout ce qui va se passer dans notre équipe. Ça a un impact sur les résultats, ça a un impact sur les relations. S'il y a une chose
comme leader, puis comme membre d'une équipe, qu'on a besoin de s'assurer qu'on est en train de travailler continuellement, comme arroser un jardin, ben, c'est la confiance et puis le fait que les gens se sentent comme s'ils sont capables d'être vulnérables. Alors, déjà hâte à l'épisode numéro 2. On se voit la prochaine fois lors du prochain épisode.